Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Vous êtes ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. 6 millions de dollars et on n'en parle plus. Ça vous choque ou c'est normal? Pas de commentaire. Pas de commentaire à émettre sur une affaire en instance. Bon, je parle bien sûr de la conclusion éventuelle de la procédure au civil dans l'affaire DSK. Évidemment, la personnalité de Nafissatou Diallo, quand on est ministre du droit des femmes, est-ce que ça compte? Est-ce que ça fait bouger l'opinion des femmes? Est-ce que ça joue un rôle dans une certaine renaissance du féminisme ces derniers mois, cette dernière année? Oui. Mais au-delà de cette affaire précise, qu'encore une fois je ne commenterai pas puisqu'elle est en cours, c'est vrai qu'à chaque fois qu'une femme parle, dénonce les faits de violence sexuelle ou de violence conjugale dont elle a été victime, ça a un avantage, un intérêt, au-delà de ce que ça la sort elle-même d'un cycle infernal, c'est que ça libère la parole de toutes celles qui jusqu'à présent n'osaient pas dénoncer, avaient pour partie honte, se sentaient pour partie coupables. On sait quels sont les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles et les violences conjugales. Et donc il faut évidemment tout faire pour que les victimes se sentent rassurées et qu'elles soient incitées à parler. Il faut que nous les aidions collectivement, et c'est le rôle des pouvoirs publics d'abord, on y reviendra peut-être tout à l'heure, nous les aidions collectivement à se sortir du cycle. Franchement, comme ministre des droits des femmes, est-ce qu'on peut éviter de penser que cette affaire, elle aura marqué, encore une fois, le combat pour les droits des femmes? Quelle que soit la décision finale, quel que soit le règlement, elle sera une étape. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que ces dernières années, on a eu une forme de renouveau du féminisme, avec des associations jeunes qui sont apparues sur la place publique et qui ont... Beaucoup après cette affaire. Et qui ont, à l'occasion d'un certain nombre d'affaires, je pense par exemple à la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010, qui a fait descendre d'abord les femmes dans la rue. Et ces associations féministes rénovées dont je parlais à l'instant ont été fer de lance en la matière, parce qu'à l'occasion de cette réforme des retraites, on s'est rendu compte que les plus pénalisées, c'était les femmes, que les femmes touchaient des pensions de retraite 40% inférieures à celles des hommes. Cette affaire DSK Nafissatou Diallo, elle a fait surgir un féminisme aussi nouveau en France et même aux États-Unis, enfin, même au niveau mondial. Il y a eu une sensibilisation, une mobilisation. Incontestablement, les réactions ont été fortes à cette affaire, encore une fois, même si on n'en connaît pas exactement les détails, puisque je vous le dis, l'instance est en cours et c'est bien pour cela que je m'empêche de la commenter. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'au fond, on prend conscience qu'on avait besoin de cette mobilisation féministe dans la société qui, pendant quelques décennies, semblait s'être estompée, voire avait disparu. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec Carla Bruni-Sarkozy qui a dit, mais qui s'est reprise, mais qui a dit et qui a suscité un tollé sur Twitter, ma génération n'a pas besoin du féminisme? Qui s'est reprise en effet, donc rendons-lui justice, mais c'est vrai que ça a été un propos maladroit. On a besoin du féminisme et on a besoin du féminisme non pas entendu comme un combat d'un sexe contre un autre, mais entendu comme un combat pour l'égalité entre les sexes. Et on a besoin aujourd'hui dans notre société que tout le monde soit féministe, les femmes comme les hommes, parce que ça veut dire porter haut et fort cette valeur d'égalité qui, en termes très pratiques, et on y reviendra dans les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement, aura vocation à soulager la vie des femmes comme celle des hommes. Quand par exemple sur l'égalité professionnelle, on veille à ce que le monde du travail permette une organisation qui facilite la vie personnelle des salariés, qui facilite la parentalité des salariés. Eh bien, on ne rend pas simplement service aux femmes, car les femmes ne sont pas les seules à être parentes. On rend service aussi aux hommes. Donc vous voyez que tous les combats qu'on peut mener pour finalement l'égalité professionnelle, l'égalité entre les hommes et les femmes sont utiles aussi aux hommes. Dans ce conseil interministériel qui s'est déroulé ce matin, qui était historique parce que ça fait 12 ans qu'on n'a pas parlé de la même façon et c'est important, en même temps, est-ce qu'on est vraiment allé au-delà des symboles? Par exemple, sur l'égalité professionnelle, avant de passer à l'école, je voudrais vous faire écouter quelques réactions d'enfants là-dessus, mais ça va changer quoi ce que vous avez décidé ce matin? Franchement, vous allez aller dans les entreprises, regarder les fiches de paye et vraiment remettre un peu à plat les choses? C'est une très bonne question. Ça va changer très concrètement. Vous êtes sûr? C'est qu'aujourd'hui, la loi, la dernière date de 2010, il y en a eu plusieurs, la loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés d'adopter des plans
pour faire l'égalité professionnelle en leur sein, c'est-à-dire concrètement faire du rattrapage des salaires des femmes par rapport aux hommes lorsqu'il y a eu des écarts indus, etc. Cette loi, depuis 2010, elle ne s'est que moyennement appliquée parce qu'elle prévoyait bel et bien un dispositif de contrôle et de sanction, mais tellement alambiqué qu'il n'a jamais été mis en place. Alors, et donc, ce quoi que nous changeons, nous, c'est pas la loi à proprement parler. Le dispositif de sanction est là. Il peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale pour les entreprises qui ne font aucun effort. C'est très important. Mais nous changeons la procédure de contrôle. Et pour répondre à votre question, on va passer d'une procédure qui était aujourd'hui un contrôle aléatoire, de temps en temps, sur place, avec un inspecteur du travail qui allait toquer à la porte d'une entreprise pour l'interroger sur l'égalité professionnelle, ça arrivait très rarement, à un contrôle systématique sur pièce, c'est-à-dire que nous allons écrire à toutes les entreprises concernées, leur demander de nous envoyer directement leur plan d'action. Nous allons en vérifier l'existence et la validité, et s'ils n'existent pas ou qu'ils sont vraiment insatisfaisants, alors dans ce cas-là, nous engageons une démarche de sanction. Et je peux vous dire que vous verrez des résultats très concrets de cette politique durant l'année 2013. Chiche. Alors, en attendant, écoutez quelques réactions d'enfants recueillies hier dans une classe de CM1 à l'école Renard à Paris, qui organise des conseils d'enfants. On les a interrogés sur les différences et les ressemblances entre hommes et femmes. Au XXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de voter. C'était seulement les hommes, on s'en foutait complètement de leur avis. Les garçons étaient plus considérés que les filles. Et c'est resté un petit peu encore. Les hommes, ils sont plus forts. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison que les hommes y arrivent mieux que les femmes. Ils ne sont pas très motivés, les présidents de la République, pour faire les députés. Ils ne sont pas très motivés, les présidents de la République, pour faire Les députés ne sont pas très motivés pour faire avancer les choses. Quelle leçon, hein. C'était Quelle leçon. J'adore. Voilà. Ils sont tellement mignons. On est féministe depuis la maternelle. Là, en l'occurrence, c'est le CM1. C'est formidable, cette lucidité tout de même. Et puis en même temps, ça rend optimiste. Vous voyez cette jeune génération qu'on voit là. Ils ont l'âge, entre nous, quasiment de mes enfants. On a envie que la génération à venir soit éduquée dès le plus jeune âge à faire l'égalité entre les sexes, à ne plus se poser ces questions insupportables de stéréotypes qui enferment les sexes dans des rôles préétablis, à ne plus se dire que quand on est fille, on va forcément devenir esthéticienne, quand on est garçon, on va forcément devenir ingénieur. Non, il faut ouvrir le champ des possibles aux filles et aux garçons. C'est pour ça que nous introduisons l'égalité dans l'apprentissage des enfants à l'école. À l'école, il y aura un cours spécial sur comment apprendre l'égalité. De la dernière section de maternelle jusqu'à la fin de la primaire, on apprendra sous forme plus ou moins ludique, évidemment adaptée à chaque âge, aux enfants, l'égalité entre les sexes. Un peu plus tard, au collège et au lycée, ce sera l'éducation à la sexualité, parce que, vous savez, nos enfants, Je nos croyais jeunes... que c'était déjà fait. C'était déjà prévu par la loi, ça n'a jamais été mis en application. Mon rôle, c'est de veiller à l'application des lois. C'est comme ça que je le définis. Mais nos jeunes, pour revenir sur l'éducation à la sexualité, aujourd'hui, ils sont confrontés à un nombre d'images véhiculées par la télévision, par Internet, qui ne portent pas exactement les valeurs de respect ou d'égalité des sexes en matière de sexualité. Et aujourd'hui, l'école peut venir contrecarrer ces images-là par un discours beaucoup Une mission de plus pour l'école. Respectueux. Voilà. François Hollande, c'est un président féministe ? Je crois qu'on peut le dire. Vous le dites, François Hollande est un président féministe. Oui, d'ailleurs, il s'était, si mes souvenirs sont bons, pendant la campagne présidentielle, il s'était lui-même déclaré féministe. Il l'avait dit, hein, oui, il l'avait dit. Et puis le Premier ministre aussi, Jean-Marc Ayrault, vous avez dit tout à l'heure, le comité interministériel des droits des femmes ne s'était pas réuni depuis 12 ans. Mais même quand il se réunissait il y a 12 ans, c'était pas sous la présidence du Premier ministre. C'est un événement extrêmement fort ce matin d'avoir eu le Premier ministre. Vous n'allez pas me dire que dans ce gouvernement où il y a Bercy, l'intérieur, la défense, qu'est-ce que j'oublie, voilà, les grands ministères, malgré tout, qui sont occupés par les hommes, qu'à l'Assemblée nationale et au Parti socialiste, vous voyez tous les présidents de groupe, les présidents de Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui sont tous des hommes. Vous n'allez pas me dire que ça a bouleversé, que même l'arrivée de François Hollande a changé quelque chose, honnêtement. Vous verrez, en 2015, très précisément, je vais vous donner un exemple très précis. Lorsque, aux élections cantonales, donc pour les conseils généraux, nous appliquerons la loi que nous nous apprêtons à faire adopter au Parlement, qui prévoit que désormais ces élections se feront par binôme, c'est-à-dire une parité parfaite homme-femme.
et que nous aurons donc 50% des conseillers généraux qui seront des femmes, là où aujourd'hui il n'y en a que 13%, vous verrez que les choses peuvent changer très vite, très fort. On en reparle pour les ministères, pour les présidences d'assemblée, pour les présidences de groupe. C'est la vie politique aussi, les conseils généraux. Mais on adoptera des mesures très importantes pour les élections nationales aussi, ça va venir. On en reparle alors. Dis-toi, les malheurs de la droite ont fait passer au second plan l'explosion, la dislocation de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon qui juge François Hollande aussi aveugle que Louis XVI. Dans Libération de ce matin, c'est pas rien. C'est pas rien. En effet, en même temps, on connaît la gouaille de Jean-Luc Mélenchon. C'est la 8e fois, hein, c'est bon. À la fin, c'est quand même très politique. Oui, mais en même temps, ce discours reste sur le mode incantatoire. Nous sommes aujourd'hui aux responsabilités. Nous sommes retroussés les manches. Nous sommes totalement concentrés sur des objectifs absolument majeurs pour les Français, que sont l'emploi en particulier, le retour de l'emploi qui passe par le retour de la compétitivité des entreprises, la croissance. Par la nationalisation de Florange. Eh bien, l'emploi, justement, tout ce que nous faisons à Florange vise à préserver l'activité et l'emploi des salariés. Vous êtes favorable ? Mais pourquoi pas? C'est une solution parmi d'autres. En effet, nous attendons, nous sommes vendredi après-midi, nous attendons la fin de journée pour recueillir les propositions concrètes de Mittal, puisque c'est ce que le président de la République a demandé. Et nous verrons, et l'État prendra ses responsabilités. Mais nous, dans cette affaire, ce qui nous importe, c'est la préservation de l'emploi. Et on a le sentiment quand même qu'étant donné que justement à la gauche de la gauche, on voit encore les communistes qui votent contre les budgets au Sénat, etc., il y a quand même la volonté de faire passer ce pacte de compétitivité. Et comme c'est pas facile, que ça coince un peu, on donne des gages. Je voudrais qu'on écoute Eli Cohen. C'est un économiste, il était sur ce plateau à votre place et il s'inquiétait. Il y a cette gauche moderne, dynamique, qui résonne en termes d'offres, de compétitivité. Et puis à côté de ça, on a l'impression qu'il faut faire quelques révérences périodiquement à une vieille gauche archaïque, accrochée à des symboles totalement désuets. Et le problème, c'est que quand vous émettez ces deux messages simultanément, vous brouillez le message. Voilà, on brouille le message. On dit la compétitivité, après on dit la nationalisation, parce que comme ça on fait plaisir à la gauche de la gauche qu'on a risqué de froisser. Et on brouille le message. D'abord, on n'a pas dit la nationalisation. On a dit que l'une des solutions, c'était la reprise temporaire des activités par l'État avant de les remettre à un repreneur potentiel, comme vous le savez. Donc, ce serait une nationalisation tout à fait temporaire. Ensuite, on ne dit pas nationalisation par idéologie. On est très pragmatique. Il s'agit simplement d'apporter une solution, une réponse à une situation qui est grave. Les investisseurs étrangers ou les gens qui nous regardent, les observateurs, ils ne voient pas tous ces détails, toutes ces subtilités. Ils entendent nationalisation comme en 81 et ils se disent mais ils sont où les Français? Ils sont dans le monde d'aujourd'hui ou dans le monde d'hier? Mais attendez, les investisseurs qui nous regardent, je vais vous dire, ils doivent être rassurés par la volonté politique de l'actuel gouvernement de réindustrialiser ce pays. Parce que les investisseurs qui nous regardent, ils ont tout à fait intérêt à ce que ce pays retrouve la voie, en effet, de la réindustrialisation, des entreprises qui réouvrent et non pas qui se délocalisent les unes après les autres sans qu'on ne fasse rien. De secteurs en désuétude qu'on soutient à bout de bras pour faire de la politique et plaire à cette gauche archaïque. Mais pourquoi? Parce que vous pensez qu'on n'a plus besoin de Mittal? Moi, je ne le crois pas. Bien au contraire. Je pense on a besoin de Mittal en France. Je pense qu'on a besoin des activités qui sont développées chez ArcelorMittal. Donc que ce soit Mittal qui les conserve dans de bonnes conditions comme ça lui est demandé, ou que ce soit repris par un autre actionnaire et un autre repreneur. Nous avons besoin des salariés qui travaillent aujourd'hui dans ce secteur et nous avons besoin de cette production-là. Donc c'est normal que le gouvernement se batte. Pardon de vous interrompre, on écoute Marine Le Pen à la sortie de l'Élysée.